Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a mis à profit son séjour à Korogo ce week-end pour recevoir les démobilisés de la région du district des Savanes. À l'ordre du jour, la situation de ces démobilisés et leur implication dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Après plusieurs années de fermeture pour réhabilitation, la résidence universitaire de Cocody-Mermoz ouvre ses portes ce lundi. 240 étudiants intègrent les chambres dès aujourd'hui. Certains ont déjà reçu leurs clés des mains de la direction générale du CROU d'Abidjan 1. L'actualité, c'est aussi l'état de famine déclaré au Soudan du Sud il y a 2 semaines et l'état de catastrophe nationale en Somalie. La situation est mauvaise également en Éthiopie, en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Ce sont 12 millions de personnes qui sont touchées. Voilà pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce 13h. Le président Alassane Ouattara est rentré samedi soir de Ouagadougou où il a pris part à la cérémonie de clôture du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision. C'était à l'invitation de son homologue Roch-Marc Christian Kaboré. Sur place, le chef de l'État a visité le village Akwaba puis il a déjeuné avec son hôte. Le compte-rendu est signé Awa Touré. Au cours de ce déjeuner, les deux chefs d'État, le président Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré, ont réaffirmé leur détermination à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je tiens à saluer la forte participation des cinéastes, d'artistes et d'hommes de culture de votre beau pays à la présente édition de la fête du cinéma. Monsieur le Président et chers frères, la République sœur de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso partagent, au-delà de la géographie de l'histoire, un riche et commun patrimoine culturel dont le cinéma est assurément l'un des vecteurs essentiels et une courroie de transmission de valeurs socio-culturelles qui contribuent à la sauvegarde de l'identité de nos peuples. Ce patrimoine, expression de notre identité commune, doit demeurer le levain de nos relations séculaires de coopération. Le peuple ivoirien a toujours œuvré à la promotion des valeurs culturelles qu'il a su partager avec les différents pays frères de la sous-région et du continent africain. C'est sans doute dans cet esprit et en reconnaissance de l'immense contribution de votre pays à la promotion de la culture en Afrique, en particulier du cinéma africain, que le comité d'organisation du FESPACO a porté son choix sur la République de Côte d'Ivoire en qualité de pays invité d'honneur de cette 25e édition et de Le FESPACO, nous en sommes à sa 25e édition. Évidemment, depuis lors, le cinéma africain a évolué de manière importante. On se rend compte de la richesse qui caractérise nos artistes et nos acteurs. Je voudrais donc les saluer et les remercier. Et vous dire que pour nous d'être invités d'honneur ici pour ce grand événement est un honneur tout particulier parce que, bien évidemment, le cinéma est quelque chose d'essentiel pour le quotidien de nos concitoyens, mais surtout parce qu'avec le ministre de la Culture, Maurice Bandama, depuis 4 ans, nous avons mis un accent particulier à développer l'industrie cinématographique dans notre pays et à apporter un soutien important au cinéma et aux artistes en général. Je voudrais donc rendre hommage à Mme Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière de la République de Côte d'Ivoire et ministre de la Culture de 1990 à 1993, quand moi-même j'étais Premier ministre. Je n'ai pas besoin de relater la profondeur, la force des liens qui unissent nos deux pays ou nos deux peuples. Je voudrais tout simplement dire à quel point c'est important pour le Burkina et la Côte d'Ivoire de continuer ensemble. Arrivé en fin de matinée samedi pour co-présider la cérémonie de clôture du FESPACO, le président Alassane Ouattara, accompagné du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré,
a visité le village Akwaba à la place de la Révolution. Un espace dédié à la Côte d'Ivoire, invité d'honneur de cette 25e édition du FESPACO. Les deux chefs d'État ont pu ainsi apprécier la qualité du travail des artistes du 7e art. Le Premier ministre, lui, était à Korogo ce week-end pour une cérémonie d'hommage au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Amadou Gon Coulibaly a mis à profit son séjour pour recevoir les démobilisés du district des Savanes. La rencontre a porté sur la situation de ces derniers et leur implication dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Charles Tatou, RTI Boaké. Le programme du Premier ministre n'a pas tari d'activité quand bien même il était hors d'Abidjan. À Korogo, le Premier ministre Amadou Gon a profité de ce séjour pour recevoir les démobilisés. Objectif, échanger avec eux pour mieux comprendre leur situation, mais aussi éclairer leur lanterne quant aux préoccupations du chef de l'État Alassane Ouattara pour le bien-être de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Il avait décidé qu'il allait venir nous voir et il a tenu à sa parole de venir nous voir. Donc il s'agissait de venir nous parler de la situation de notre pays et nous parler de l'intérêt de la paix. Donc nous avons exprimé un peu nos difficultés et il a bien compris, a pris bon acte de vraiment travailler là-dessus pour pouvoir voir comment il faut améliorer notre condition de vie. Nous sommes fiers de notre pays, nous sommes fiers d'être Ivoiriens et ce n'est pas à nous qui avons tout fait pour participer vraiment à mettre notre pays sur les rails du développement, sur les rails de la démocratie, qui allons venir pour essayer de gaspiller cela. Le Premier ministre Amadou Gon a assuré de la disponibilité du président de la République à mettre tout en œuvre pour la fin de leur situation de précarité. Les démobilisés, eux, rassurent quant à leur implication dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ici, à Abidjan, la résidence universitaire de Cocody Mermoz ouvre ses portes ce lundi après avoir été fermée plusieurs années pour réhabilitation. 240 étudiants intègrent les chambres dès aujourd'hui. Certains ont déjà reçu leurs clés des mains de la direction générale du CROU, le Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1. La cité Mermoz dispose de 1200 lits dont l'attribution se fera de façon progressive les semaines à venir. Moussa Konaté. L'attente fut longue. La résidence universitaire de Mermoz dans la commune de Cocody est enfin disponible. Ce lundi 6 mars, les premiers étudiants reçoivent les clés de leur chambre. La chambre est vraiment impeccable, très bien rangée et puis les lits sont vraiment confortables. Nous sommes très heureuses d'être les premiers à être logés à la cité Mermoz depuis sa fermeture. La cité universitaire de Mermoz dispose de 1200 lits. 240 étudiants sont concernés par cette première phase. L'État a fait tout ce qu'il faut pour que les bâtiments soient propres et que les étudiants puissent être dans un cadre confortable pour travailler. Donc je demande à tout un chacun, donc aux étudiants qui vont occuper ces chambres-là, de les garder propres, de faire en sorte que ça ne soit pas encore ce que nous avons vécu avant 2010 et que c'est une propriété de l'État. Dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, que leurs petits frères et leurs sœurs puissent les occuper aussi. La direction générale du CROU, Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan, attend donc la rénovation des autres résidences universitaires de Williamsville, de Port-Boué, Vridi, Abobo et 220, afin de pouvoir loger le maximum d'étudiants. Et chaque premier lundi du mois a lieu le salut aux couleurs, l'honneur au drapeau orange, blanc et vert. Ce lundi, c'est l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody qui a abrité la cérémonie officielle de salut aux couleurs. Occasion pour le ministre Sidi Tiemoko Touré d'inviter la communauté universitaire, en particulier les étudiants, à s'approprier les valeurs de la République. L'insertion professionnelle et de l'emploi des jeunes, une préoccupation majeure du gouvernement ivoirien. Pour répondre efficacement à cette préoccupation, une semaine de l'emploi jeune, dénommée une semaine de l'emploi direct, sera bientôt organisée. Elle vise à mieux partager les enjeux de l'insertion professionnelle des jeunes et aussi à élargir le champ des opportunités de recrutement des jeunes demandeurs d'emploi. Les précisions de Malika Coulibaly. Du 13 au 17 mars 2017, les 13 divisions de l'emploi jeune abriteront la Semaine nationale de l'emploi des jeunes. Un événement qui va se pencher sur les enjeux de l'insertion socio-professionnelle en Côte d'Ivoire.
Cette édition de la Semaine de l'emploi direct sera marquée par 3 activités majeures. La Semaine de l'emploi direct dans toutes les directions régionales de l'Agence Emploi Jeunes, le Salon de l'emploi direct et la conférence internationale de l'Association mondiale des services d'emploi direct AMCEP. Au cours de cette semaine nationale des jeunes, se tiendra également le salon de l'emploi direct. Les 16 et 17 mars, il sera question de favoriser le contact direct entre les demandeurs d'emploi et les employeurs. Toutes les agences régionales et les points services emploi jeunes initieront un ensemble d'activités et de rencontres thématiques entre les jeunes, les entreprises, les collectivités territoriales et les associations de développement local. Il s'agira, entre autres, de la présentation de l'offre de services de l'Agence Emploi Jeunes, de communication sur le civisme et la citoyenneté, ainsi que sur le dispositif du U-Report, d'ateliers de renforcement de capacité des jeunes sur les techniques et méthodes de recherche d'emploi, les initiatives entrepreneuriales et le montage de plans d'affaires, le leadership et le développement personnel. 200 experts nationaux et internationaux vont animer cette conférence. Les travaux scientifiques seront marqués par des communications et des échanges thématiques autour des panels qui se dérouleront à l'auditorium de la primature le 15 mars et à l'NCA le 16 mars 2017. Ici, en Côte d'Ivoire, une question a toute sa place. Les artistes bénéficient-ils d'une couverture sociale? Cette question, car à chaque fois qu'un d'entre eux est malade ou victime d'accident, un SOS est lancé. Nombre d'artistes décèdent ainsi faute de moyens financiers pour se prendre en charge. Qu'est-ce qui explique cette difficulté financière des artistes toujours face à la maladie? Qui doit soigner l'artiste quand il est malade? Et que faut-il faire pour une meilleure prise en charge? Élément de réponse dans ce dossier signé Serge Collier. La nouvelle alimente les conversations sur les réseaux sociaux et dans la presse depuis quelques semaines. Guéhivet, célèbre comédien ivoirien, se porte mal. J'ai appris le cas de Guéhivet principalement sur Facebook. Il a lancé un appel disant qu'il a besoin de soutien. C'est un artiste que j'admire. Vraiment, je souhaite que Dieu veille sur lui. Pour en savoir davantage, rendons-nous à Port-Boué-Gonzacqueville. C'est ici que réside le comédien et sa famille. Il est allé au travail. Pendant le tournage, il s'est senti mal. Ils ont demandé comme ça à une de ses collègues de l'accompagner à la maison. Et c'est en venant à la maison dans le taxi, il a fait la crise. Et elle a conduit au CHU de Treichville. Et c'est depuis ce jour-là que son côté droit ne fonctionne plus. Le cas Guéhivet fait une fois de plus ressurgir la question de la prise en charge sanitaire des artistes de Côte d'Ivoire. Il y a le Burida qui est là, ils peuvent tous simplement les aider, puisqu'ils travaillent pour eux. Au Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur, les responsables sont formels. Je tiens à rappeler que l'activité et la mission principale d'une société de gestion collective, comme il en existe à travers le monde, c'est donc de gérer les droits, c'est-à-dire de veiller à ce que l'exploitation des droits, n'est-ce pas, se fasse suivant les dispositions légales avec une contrepartie financière. Et cette contrepartie financière sert à rémunérer l'artiste pour l'exploitation de ses œuvres. Ce n'est qu'ainsi qu'il est assuré de pouvoir vivre décemment et renouveler donc son répertoire. Le Burida n'a pas vocation de gérer la santé de ses sociétaires. La maison collecte exclusivement les droits des artistes qu'elle se charge de redistribuer. En 2016, plusieurs séries de répartition ont été organisées. La RTI notamment a conclu un accord avec le Burida pour reverser 300 millions de francs CFA en termes de droits d'auteur et droits voisins. Cependant, vu les cas de maladie et de décès en cascade, faute de couverture sociale, le Burida a mis en place une assurance avec l'aide du ministère de la Culture et de la Francophonie. Il faut payer annuellement 144 000 francs CFA, soit 12 000 francs CFA par mois, pour bénéficier de soins dans des hôpitaux et cliniques spécialisés. Cette assurance ne connaît pas un grand succès 4 ans après son instauration. Il y a beaucoup qui ont dit qu'ils ne croyaient pas à l'efficacité de cette assurance. Est-ce qu'elle allait tenir la route? D'autres avaient des griefs contre le Burida. Donc tout ce qui vient du Burida, ce n'est pas leur chose. Il aurait fallu, par exemple, nous aider plus.
souscrire tous les artistes. Si c'est un crédit, au fur et à mesure qu'ils touchent leur DRM par exemple, on peut couper. Mais au moins, il est déjà assuré dans une maison d'assurance. Et puis quand il est malade, il va, il se soigne. Ça aurait résolu un peu ce déficit de dire, bon voilà, les artistes, mais ils n'ont pas de moyens pour se soigner et autres. Sur les 6 000 sociétaires du Burida, moins de 200 artistes y ont adhéré. Mais il faudrait que le Burida se remette en question. Il faudrait qu'on se retrouve. Pour que si on peut couper sur les plus nantis, pour pouvoir aider les moins nantis. Certains artistes sont même allés jusqu'à reprendre leurs cotisations après avoir entamé la procédure de souscription. Voici la pile de documents de sociétaires prélevés dans l'optique de leur faciliter l'accès à l'assurance. Et qui sont venus de quelque manière que ce soit réclamer ce qui leur a été prélevé. Dès que vous êtes fonctionnaire, automatiquement vous êtes membre et cotisant de la MUJFC. Au niveau des artistes, il faudrait que ce soit une obligation. Sans assurance, l'artiste Guéhivet a tout de même bénéficié d'un appui du Burida et de la RTI. La RTI a déjà fait un grand geste. On m'a appelé pour me dire de me déplacer pour pouvoir prendre mon enveloppe. Le Burida aussi a apporté son soutien. Je veux dire à mon frère, quelles que soient les difficultés qu'il va croiser, d'aller s'assurer. Parce que tout qu'on fait, on ne sait pas l'avenir. Il faut qu'il s'assure. Si aujourd'hui, il s'était assuré, tout ça n'est pas arrivé. Ils sont nombreux ces artistes qui n'ont aucune couverture sociale. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandaman, les invitait d'ailleurs à se mettre en règle lors de la rentrée culturelle 2017 organisée au Palais de la Culture le 16 février dernier. Nous sommes en train de travailler afin de définir un protocole d'accord pour intégrer les artistes dans un dispositif social plus large qui donne droit à une couverture maladie, à une couverture retraite et l'accès à un logement décent. Nous allons mettre en place, si le protocole aboutit, ce qu'on appelle un fonds de solidarité. Mais pour pouvoir bénéficier des prestations, il faut s'acquitter d'une cotisation. Malgré sa situation de non-assuré, la famille de Guéhivet a tout de même bon espoir. Il s'en sortira avec l'aide de Dieu et le soutien de tous, a déclaré son épouse. Dans le cadre de ces activités, la Fédération des femmes pour la paix mondiale section Côte d'Ivoire a organisé samedi une conférence pour promouvoir la paix et la cohésion sociale par l'éducation des femmes. Le témoignage de Davis Oyo et Malika Koulibaly. 2 heures autour d'une table pour vulgariser les activités et faire le bilan des 25 ans d'existence de la Fédération des femmes pour la paix mondiale section Côte d'Ivoire. C'est la méthode choisie par les organisateurs pour échanger avec la presse. Au cours des échanges, la famille, première école de l'apprentissage des idéologies de paix. C'est d'amener la femme, n'est-ce pas, à être une artisane de paix, partout où elle est, surtout dans sa famille. Parce qu'en s'appuyant sur la femme, nous savons que cette paix-là tant recherchée sera obtenue. La stabilité de la famille, noyau central de la société, contribue à la cohésion sociale pour une paix durable. Une vision partagée par le parrain de la cérémonie. Partout où la femme se bat pour la paix, il faut la soutenir. C'est le sens donc de ma présence en tant que parrain pour donc donner un soutien fort à leur initiative. Pour dire que les femmes sont les premiers disciples de la paix en Côte d'Ivoire et que nous avons l'obligation et le devoir moral et citoyen de les soutenir. La Fédération des femmes pour la paix mondiale section Côte d'Ivoire entend créer un environnement de paix et de bien-être pour les générations futures. Elle envisage aussi de participer aux différentes opérations initiées par le gouvernement, comme l'opération Grand Ménage et la lutte contre les grossesses en milieu scolaire.
afin de permettre aux acteurs de la santé d'être mieux outillés en vue d'apporter une meilleure prise en charge aux usagers de drogue. Une formation a été initiée vendredi dernier. Une formation organisée par l'ONG Enfants en détresse et le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Les détails avec Aurélie Adrokula et Issa Yeo. Environ 250 millions de personnes âgées de 18 à 24 ans ont déjà consommé des substances illicites au moins une fois en 2008, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En Côte d'Ivoire, 52,8 personnes sont conscientes de la présence de drogues dans leur milieu. Devant ce tableau peu reluisant, l'ONG Enfants en détresse a décidé d'agir. Je suis un parent d'usagers de drogue, donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer ce volet pour pouvoir sensibiliser les familles à ne pas les stigmatiser. Cette formation se répète très souvent pour qu'on puisse être capable de faire le travail sur le terrain. Renforcer les compétences individuelles et collectives afin d'éviter la propagation de ces substances chez les jeunes. Développer les pratiques innovantes dans les réseaux de lutte contre l'addiction pour une meilleure prise en charge des personnes qui consomment la drogue. C'est le but visé par cette formation. Je suis venu là pour essayer de renforcer les compétences, renforcer les capacités de tous ces acteurs et puis de m'enrichir aussi moi-même parce que ce que nous apprenons ici, c'est aussi très important pour nous. C'est une coopération qui va dans les deux sens. Une initiative qui cadre avec la politique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La place qu'occupe l'usage de la drogue dans notre système et toutes les conséquences désastreuses que cet usage-là cause aux populations. Et en tant que ministère, nous avons le rôle et le devoir de lutter contre cet usage-là. Donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous voyons ce renforcement de capacités pour permettre à nos agents de faire face de mieux en mieux à ce problème. L'addiction en drogue constitue un véritable problème pour les personnes atteintes. Elle peut causer parfois de graves problèmes de santé et la délinquance. C'est pourquoi cette formation vient pour renforcer les capacités des acteurs de la santé pour une prise en charge de qualité. L'activité des pompes funèbres dans le district d'Abidjan incombe exclusivement depuis 1966 à Ivosep, l'entreprise Ivoire Sépulture. La mesure est cependant peu connue des usagers, d'où l'installation illégale d'opérateurs privés qui contestent le contrat d'exclusivité d'Ivosep. Nos reporters Chris Diomandé et Moussa Konaté se sont rendus au district d'Abidjan pour tenter d'avoir une explication. Leur reportage. Morgue du CHU de Yopougon vendredi dernier. Entre les levées de corps, un attroupement de protestation contre un décret organisant le secteur de pompes funèbres. J'ai perdu la petite sœur de mon père et comme ça, on est venu faire les papiers pour pouvoir faire le transfert du corps sur Gagnois. Quand nous sommes arrivés, il ne nous a pas expliqué pour dire on ne doit pas prendre un autre corbillard au dehors, que forcément, il faut prendre le corbillard d'Ivosep. Maintenant, on arrive ce matin pour faire la levée. On nous dit forcément il faut qu'on prenne le corbillard de l'Ivosep. Encore plus touchées par cette décision, les petites entreprises exerçant dans le secteur, elles craignent la mort de leurs activités. Nous sommes des entreprises qui emploient des jeunes Ivoiriens qui les forment et qui payent régulièrement leurs impôts à l'État. Alors, nous enlever la nourriture dans la bouche par cette manière, sans vraiment faire une petite porte de sortie, ce serait difficile. L'interdiction d'achat de cercueils, de la conservation et du transfèrement des corps par d'autres opérateurs privés sur le territoire du district autonome d'Abidjan. L'activité est exclusivement dévolue à l'ex-SACEP, aujourd'hui Ivosep, et ce depuis 1966. C'est les autorités d'alors, de 1966, qui ont estimé qu'à cette époque, pour que la gestion des funérailles des défunts se fasse dans des conditions saines, hygiéniques et qui fassent honneur, ont confié cette gestion-là à Ivosep. Et le contrat d'Ivosep a été régulièrement, depuis 1966, a été régulièrement reconduit jusqu'à aujourd'hui. L'implantation d'autres entreprises dans le secteur des pompes funèbres n'est toutefois pas interdite. Mais pour exercer, elles doivent obligatoirement sous-traiter avec la société autorisée. Ce que leur auraient d'ailleurs proposé les responsables de l'entreprise, selon le directeur de l'environnement et du développement durable du district d'Abidjan. C'est comme ça que ça se fait partout dans tous les marchés.
Il y a une entreprise principale qui a un marché et puis il prend un certain nombre de sous-traitants. Donc moi, pour nous, d'ici d'Abidjan, on ne voit aucun inconvénient qu'un sous-traitant travaille avec Ivocep. Et même Ivocep a beaucoup de sous-traitants qui ont des véhicules. Ce sont des privés, mais ils sont des sous-traitants. Et Ivocep utilise leurs véhicules comme ses propres véhicules. En dehors d'un contrat de sous-traitance, toute entreprise exerçant dans le domaine est donc dans l'illégalité. Le contrat d'exclusivité concédé à la compagnie agréée court jusqu'en 2020. Approchés pour se prononcer sur le dossier, les responsables de la dite entreprise ont préféré ne pas s'exprimer. Les éléments des forces de défense et de sécurité de Transua et de Bondoukou viennent de faire une importante saisie. Ce sont plusieurs tonnes de noix de cajou, une occasion choisie par les responsables de la filière pour inviter les producteurs à vendre exclusivement leurs produits en Côte d'Ivoire. Teresta Peyoboué pour en savoir plus. Chaque année, de milliers de tonnes de noix de cajou quittent clandestinement la Côte d'Ivoire pour les pays voisins. Face à cette situation de fraude, les forces de l'ordre ont décidé de veiller au grain. À Bondoukou, dans la région du Gontougo, les éléments de la gendarmerie, des douanes et des eaux et forêts viennent de mettre la main sur 30 tonnes de noix de cajou à Assuefri et Transua. En vue de faire face à cette situation, le Conseil du coton de la NARCAD a initié récemment une réunion entre les chefs de commandement des forces de sécurité du Gontougo et des acteurs de la filière de la NARCAD. Nous espérons qu'à la suite de cet atelier, un frein sera mis à la fuite du produit vers le pays voisin. Sori Bamba a saisi cette occasion pour appeler les producteurs à vendre exclusivement leurs produits en Côte d'Ivoire dans leur propre intérêt. Les acteurs de la filière NARCAD ont salué la tenue de cette réunion. Ils souhaitent également l'aide des forces de sécurité pour empêcher la fuite du produit. C'est un cri de cœur que nous avons lancé à l'endroit de ces forces de sécurité et de défense pour nous appuyer, pour que véritablement cette fuite-là s'estompe, pour que les projets de développement que le président Alassane Draman Ouattara a promis aux Ivoiriens soient une réalité chez nous dans le Zanzan. Les forces de sécurité ont pour leur part réaffirmé leur volonté de tout mettre en œuvre pour traquer les trafiquants en vue de mettre fin à ce fléau qui impacte négativement l'économie ivoirienne. Reportage signé Norbert Seyi et Thérèse Tapé Yoboué. Dans la Niébitiassa, le conseil régional assiste les personnes en situation difficile. Ce sont entre autres des malades, des handicapés et des élèves de familles défavorisées. Ils ont récemment reçu des chèques pour mener des activités génératrices de revenus pour certains et des bons de prise en charge scolaire pour d'autres, le tout d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Cette initiative du conseil régional vise à réduire le taux de pauvreté dans la région. Mamadou Kouassi. Ces personnes reçoivent chacune un chèque allant de 50 000 francs CFA à 200 000 francs CFA pour la réalisation d'activités génératrices de revenus. À ces personnes en situation difficile dans la région de la Niébitiassa, il faut ajouter les élèves issus de familles défavorisées des 4 départements de la région. Ces élèves bénéficient de bons de prise en charge scolaire pour assurer leur formation dans les établissements privés qui les accueillent. Le taux de cette action de solidarité s'élève à plus de 300 millions de francs CFA. À travers cette initiative, le président du conseil régional de la Niébitiassa, Martin Bolo, veut réduire le taux de pauvreté dans sa région. Il a sollicité donc le soutien de ses parents pour réussir ce pari. Le chantier est vaste. Les ressources dont nous disposons ne sont pas suffisantes. On veut faire beaucoup. Je vous assure que tous les ans, j'impose à mes collaborateurs, je leur dis, on doit prélever un minimum de 150 millions sur notre budget de fonctionnement pour aller en investissement pour pouvoir faire un peu plus pour les parents. Martin Bolo soutient également que la santé et l'éducation constituent des priorités pour son équipe et lui. C'est pourquoi il compte multiplier les actions de solidarité et les investissements en vue d'accorder aux populations un mieux-être. Les bénéficiaires ont promis s'investir davantage pour réussir de meilleurs profits afin de faire bénéficier à d'autres personnes cette assistance du conseil régional. Après cette phase, une caravane de santé foraine va sillonner la région en vue d'apporter des soins de santé aux personnes démunies dans les villages et hameaux.
La foire Forum Carnaval de Bouaké est à sa 3e édition et elle bat son plein. Un des temps forts de ce rendez-vous culturel reste l'exposition photo qui retrace l'histoire de la ville. Bouaké, d'hier à aujourd'hui, des clichés inédits. Reportage Kadi Yakouba Konaté, Kader Sogodogo. Bouaké en images, Bouaké d'hier à aujourd'hui. C'est le thème de l'exposition photo qui a lieu au Centre culturel Jakaka. Des images aussi significatives qu'émouvantes qui retracent l'histoire de la capitale de la région de Bouaké. Du premier marché de Bouaké en 1918 à la visite d'État du président de la République, en passant par des clichés souvenirs de plusieurs personnalités qui ont fait Bouaké, dont le ministre Bruno Nabagné-Koné, alors élève au collège catholique Saint-Viateur. Toutes ces images savent raconter l'histoire de la ville collée aussi au chemin de fer. Bouaké, qui est au centre de la Côte d'Ivoire. Et quand on est au centre, quand un bon rayon part du centre, il irradie le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vraiment, c'est ce qui m'étreint à la vie de souvenirs. Ce Bouaké qui a été en avance sur beaucoup de villes, pas de la Côte d'Ivoire, mais même de la sous-région. L'histoire de Bouaké se confond aussi avec la crise armée de 2002. Des photos nous plongent dans cette période, des souvenirs avec au bout des notes d'espoir pour Bouaké. Si nous avions une progression linéaire dans la construction de la nation, ces choses-là devraient évoluer aujourd'hui vers des choses plus modernisées et plus grandes. Malheureusement, il y a eu la parenthèse triste de ce que nous savons par rapport à la situation de crise sociopolitique que nous avons connue, mais tout espoir est permis. Pour le maire de la commune, il faut accorder une place de choix à cette exposition photo, car Bouaké doit connaître son histoire afin de mieux bâtir son avenir. Ça nous permet de nous mémoriser le passé, ça nous permet de voir les tares de la ville et nous nous mettrons tous ensemble pour pouvoir corriger. Cette exposition photo se tient dans le cadre de la foire Forum Carnaval de Bouaké. L'état de famine a été déclaré au Soudan du Sud il y a 2 semaines et l'état de catastrophe nationale en Somalie. La situation est mauvaise également en Éthiopie, en Ouganda, au Kenya et dans une moindre mesure en Tanzanie. La faute à la sécheresse qui frappe depuis 3 ans tout l'est du continent, mais aussi en Somalie et au Soudan du Sud, aux crises politico-sécuritaires majeures qui secouent ces 2 derniers pays. C'est sur ces images que je vous dis au revoir. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.